Je dessine les personnages de One Piece, mais de manière terrifiante. Et oui, le but ça va pas être de rêver, de se marrer, de danser ou je ne sais quelle connerie. On va plutôt imaginer un monde alternatif à ce chef-d'œuvre dans lequel tout espoir s'est envolé. Pour ça, je vais dessiner étape par étape des designs horrifiques à partir de personnages qu'on connaît bien. Oula. Puis on découvrira leur histoire tétanisante avec des animations créées pour l'occasion. Et en parlant de personnages, il n'y en aura pas un, ni deux, mais bien 4. Et méfiez-vous, car à chaque nouveau personnage, l'horreur s'intensifie. Bienvenue sur ma chaîne. Que l'aventure commence. Je me suis dit que ça pouvait être cool si j'associe une créature horrifique de la culture populaire à chacun des persos. Et parmi elles, je voulais absolument faire un vampire. Mais quel perso de One Piece pourrait bien incarner un vampire à la perfection ? Évidemment, Mihawk. J'étais obligé, son nom c'est littéralement Dracul Mihawk. Donc en vrai, je me suis pas fait chier, mais c'est pas grave, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup, et il y a vraiment matière à faire de belles illustrations. Donc, le croquis avec les premières idées. Déjà, je voulais le rendre plus grand. Plus longiligne, un peu la Slenderman. Puis je lui ai donné des caractéristiques de base du vampire. Griffes, regard flippant, dents pointues. Ensuite pour sa tenue, je lui ai fait quelque chose de plus gothique, plus piquant, dans le but de lui donner un air plus sombre et dangereux. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai écrit brûlure à plusieurs endroits, vous le découvrirez bien assez vite. Ah bah maintenant en fait. Les grands corsaires avaient fini par poser problème à la marine, qui sans attendre avait mis fin à leur alliance. Mais cette décision était restée secrète, et aucun des corsaires n'avait été mis au courant, dont Dracul Mihawk. Sur son île, le fameux manieur de sabre prenait du repos. Quand soudain, Kizaru, qui en une fraction de seconde, brûla les yeux de Mihawk. Puis ce fut à Akainu d'attaquer. Les événements récents avaient obligé le gouvernement mondial à recourir à des moyens expéditifs pour se débarrasser de leurs ennemis. L'assaut fut mortel. Il ne restait plus beaucoup de temps à Mihawk avant de mourir de ses blessures. Il maudit son impuissance, mais n'abandonna pas. Il appela son assistante et lui demanda d'apporter un coffre spécial. Ce coffre était un héritage de sa famille. À l'intérieur, on y trouvait une tenue, mais bien plus important, un fruit du démon mythique qui n'avait jamais été mangé car maudit. À contre-cœur, il mangea le fruit, qui lui donna assez de vitalité pour guérir une partie de ses blessures. Juste à temps pour la seconde partie du combat. Vous comprenez mieux les brûlures maintenant. Ce que vous venez de voir, c'est la première partie de l'histoire des Mihawk, et on va voir la seconde juste après. Mais avant, il faut qu'on établisse un design bien propre pour ce perso, parce que bon, avec ça, on va pas aller très loin. À ce stade de brouillon, le but c'est de poser tous les éléments qui seront définitifs sur le personnage. Je me base sur le croquis, mais je me laisse encore la liberté d'ajouter ou d'enlever ce que je veux sur le design. Ensuite, je mets tout au propre bien gentiment. Pour les teintes, je suis allé majoritairement vers du violet, couleur que j'aime énormément déjà de base, mais en plus elle a l'avantage d'être complémentaire avec le jaune, et ça tombe bien vu que Mihawk porte des objets en or. Pour les brûlures, je mets le paquet. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'il s'est fait cramer la gueule par Kizaru. Bon, même si honnêtement, dans d'autres circonstances, ça aurait pu être un peu plus douloureux. Aïe 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 aïe. Ensuite, on met des ombres, des lumières, plus de détails, et on peaufine encore, et on passe directement à l'image suivante. Pour le résultat final, surtout ne vous inquiétez pas, tout vous sera montré au moment voulu. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, la fiche de prime. Là, le but c'est de faire transparaître toute sa personnalité sur une illustration, au point qu'on comprenne en un coup d'œil à quel genre de personne on a affaire. Et là, pour le coup, on a juste affaire à un putain de sadique, et croyez-moi, si un jour vous croisez un détraqué qui lèche une épée, courez. Mais genre, courez vraiment vite.
Et là, pour chacune des affiches de primes, j'ai donné tout ce que j'avais. Et on va pas se mentir, le but c'est aussi que ça envoie du pâté. Voilà, on veut des peintures qui dégagent un maximum d'aura, c'est important. Le combat s'apprêtait à commencer. Les deux amiraux étaient stupéfaits de le voir debout en si bon état. Mais ce qui les déconcertèrent le plus, c'était cette impression étrange qu'ils n'avaient plus affaire au même homme. Quand le combat débuta, ils comprirent rapidement que ce n'était pas qu'une impression. Mihawk réussit à tenir tête aux deux amiraux en même temps pendant plusieurs heures, ce qui jusqu'à ce jour semblait impensable. Mais ça, c'était avant qu'il mange le fruit du vampire. Ce fruit lui avait donné des aptitudes surhumaines. Son fluide de l'observation s'était renforcé jusqu'à atteindre la perfection. De plus, il pouvait régénérer son corps à l'infini en buvant le sang de ses adversaires. Le grand problème de son pouvoir, c'était que la lumière du jour lui retirait une grande partie de ses capacités. Et ça n'avait pas échappé à Mihawk. En voyant le soleil se lever, il remercia ses adversaires et les invita à remettre ce combat à plus tard. Cette nuit, Akainu et Kizaru ont permis l'avènement du règne d'un véritable démon. Ils ne se le pardonnèrent jamais. On a commencé avec le vampire et on va continuer avec le zombie. Et cette fois-ci, c'est moins évident de connaître mon choix, car en soi, n'importe quelle mort peut devenir un zombie. Bon, pour ceux qui sont pas arrivés à l'arc Marineford, hop, allez ce timer. On va parler de choses sérieuses. Parce que là, je vous ai donné un bon indice, notre deuxième perso est nul autre que ce bon vieux Barbe Blanche. Le personnage du peuple, finalement. Qui n'aime pas Barbe Blanche? Personne. Moi, j'aime pas Barbe Blanche. Et ouais... Bah quoi? Et pour son design, je suis parti sur quelque chose de classique, c'est-à-dire que l'intérêt est surtout de trouver des rêves de blessures mortelles que Barbe Blanche a subies pendant la guerre de Marineford. Parce que je vous le rappelle, Barbe Blanche a reçu 267 coups d'épée, 562 balles, 46 coups de canon, ça, avant de mourir, debout. Ah bah on n'a pas affaire à un humain. J'ai aussi représenté les parties de son corps reconstituées. D'ailleurs, je faisais partie de ces gens idiots peut-être, qui pensaient que la moustache de Barbe Blanche n'en était pas réellement une, mais que c'était une sorte d'os. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai reconstitué comme ça, alors qu'en fait, ça n'a aucune logique. Et là, on le voit bien sur cette image. Et sinon, à votre avis, que fait cette chauve-souris ici? C'est Mihawk? Pas sûr. La tristement célèbre bataille de Marineford eut bel et bien lieu. Et Ace et Barbe Blanche n'échappèrent pas à leur destin. Doflamingo ordonna également l'assassinat de Moria. Mais mystérieusement, l'ex-grand corsaire réussit à survivre en fuyant. Sauf que de là, il décida de se venger de cette trahison, en commençant par vaincre Doflamingo, puis en abattant le commanditaire initial de son assassinat, le gouvernement mondial. En apprenant comme le monde entier que l'empereur Barbe Blanche fut vaincu, un sombre projet passa dans l'esprit de Moria. Et il sonna comme une évidence. Il alla trouver la sépulture de l'ancien empereur, il déterra son corps, le ramena à Thriller Bark, et à l'aide de son fruit du démon, il redonna vie à Barbe Blanche en lui incorporant l'ombre d'un grand pirate de Grand Line. De là, naquit le mort-vivant le plus puissant de l'histoire. Et là, vous savez maintenant que cette chauve-souris était en réalité Moria. Bien joué pour ceux qui ont trouvé, vous êtes chaud. On part sur une pause avec les poings bien serrés. Je veux vraiment que le perso soit une créature qui n'existe que pour la destruction et qu'elle prenne plaisir à ça. D'où la tête de sadique.
Pour revenir sur les références, vu la musculature du perso, j'ai eu la bonne idée de regarder un tas de sources d'anatomie pour bien comprendre quel muscle va où, comment il s'insère entre eux, parce que croyez-moi que dessiner un corps bodybuildé, c'est très différent que de dessiner un corps classique. Parce que les muscles qui avant paraissaient invisibles, maintenant ils ressortent, et beaucoup. On enchaîne avec la fiche de prime. Franchement, et ça m'arrive rarement, mais je suis très fier de ce dessin. Donc je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir de vous le partager. Pour la pose, j'ai essayé de faire quelque chose de dynamique, dans le sens où je voulais vraiment donner cette impression que Barbe Blanche veut choper le spectateur avec sa main. Ensuite, je mets des petites chauves-souris, un fond texturé que je trouve très cool, un peu en spirale. Et sachez que le vêtement qu'il porte sur son dos est un clin d'œil à un élément de la seconde partie, qui commence tout de suite. Une fois la première étape de son plan achevée, la suite, c'était la vengeance. Il mit cap sur Dressrosa, profitant de l'absence temporaire de Doflamingo pour s'occuper de son équipage. La famille Don Quichotte. Une fois vaincu, il leur vola à leur ombre pour accroître son armée. À son retour sur Dressrosa, à la vue d'une scène si insupportable, Doflamingo rentra dans une colère indescriptible. Sans réfléchir plus longtemps, il attaqua de toutes ses forces Moria. Grosse erreur, il se jeta dans la gueule du loup. Et avec l'unique coup qu'il avait encaissé, Doflamingo comprit une chose. C'était que la seule issue possible de ce combat face à une telle aberration était la défaite. Moria prit l'ombre de Doflamingo, puis l'incorpora dans le corps de Barbe Blanche, le faisant devenir une nouvelle fois bien plus puissant. L'incarnation de sa vengeance avait pris vie, et désormais il ne lui restait plus qu'une dernière cible à punir. Et c'était nul autre que le gouvernement mondial. Là, nous allons parler du tout premier personnage auquel j'ai pensé pour cette vidéo. Ses cheveux sont bleus, son nez est rouge, je parle à l'évidence de Baggy le clown. Et oui, parmi les figures horrifiques populaires, on retrouve le clown démoniaque, donc autant vous dire que le choix du perso était encore plus évident que pour Mihawk. Regardez, ça c'est mon tout premier tome de One Piece que j'avais quand j'étais tout petit, et sur la couverture, comme dans le manga, Baggy m'avait beaucoup marqué en tant qu'antagoniste. Bon, après on va se calmer sur le terme antagoniste, parce que pas sûr que qui que ce soit ait envie de trembler de peur face à ça. Et justement, c'est là qu'on intervient, parce que je me suis dit que pour justifier sa folie, je pouvais en faire un prisonnier d'Impel Down qui avait complètement craqué mentalement. Du coup, automatiquement, je lui ai fait une sale gueule, des vêtements en lambeaux, et ça partait de là. Ensuite, j'ai essayé de le couvrir de blessures, de signes de supplice, parce que oui, on est dans Impel Down, la prison la plus terrible de l'univers de One Piece. Ah bah autant vous dire que là-bas, tu leur parles pas de droits de l'homme, hein. Et en ce qui est de la massue et de la pique qu'on voit juste ici, ce sont des éléments qui se retrouveront dans l'histoire. Mais ça, je vous laisse le constater par vous-même. Baggy le clown. Toute sa vie ne fut qu'une succession d'échecs et de déceptions. Tout est de la faute de ce maudit chapeau de paille, se disait-il pour la 1000e fois depuis la prison sous-marine d'Impel Down. Dans ce monde alternatif, Ace n'était jamais passé par cette prison, et donc Luffy n'était jamais venu aider le clown à s'échapper. Ça faisait 2 ans maintenant que Baggy était enfermé, sans espoir d'évasion. Et que chaque semaine, le geôlier venait faire taire ses ricanements maladifs. D'habitude, il se contentait d'encaisser sagement. Mais cette fois-ci, sans savoir pourquoi, son corps se mit à bouger soudainement. Et un événement inattendu se produisit.
Baggy, qui perdait sa raison semaine après semaine, rompa totalement son esprit en faisant ce que seul un fou pouvait faire. La pique en main, il se déchiqueta les bras. Mais je me demande, comment t'as fait pour te débarrasser de ta deuxième main sans la première? Ah ok. Ah oui, bah t'y es pas allé de main morte. Ouais, bon. Mettez un maximum de likes pour soutenir ce pauvre Baggy. C'est important. Bon, allez, force à toi le B. On se dit à la prochaine. Ah oui, j'avais oublié. La bise. Fils de... En tout cas, j'espère que vous aimez ce format. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et si vous voulez que je continue sur cette voie, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me lâcher un petit commentaire. Ce serait une super récompense vu que cette vidéo, mine de rien, a pris de nombreux mois avant de voir le jour. Et ça, surtout du fait des cinématiques, qui m'ont chacune pris un temps colossal. Mais en même temps, c'est ce qui m'a appris le plus de choses. Donc, ça valait carrément le coup. Trêve de mondanité, rentrons dans le cœur du dessin. Pour sa pose, je voulais mettre en scène son pouvoir, qui est donc de fragmenter son corps. Ensuite, je me suis permis de le maquiller, parce que si effectivement on trouve pas de rouge à lèvres ou de poudre à Impel Down, en revanche, on trouve de la poussière et du sang. Et oui, il y a un vrai petit débrouillard ce Baggy. Pour l'illustration de Prime, j'avais un objectif, montrer son visage déformé par la folie, avec un fou rire maladif à la Joker. Et pour la pose, elle est symbolique en elle-même, car il perd littéralement la tête. Voilà. Simple, efficace. Et les gens très observateurs auront sûrement remarqué que contrairement aux illustrations de design, les illustrations de Prime sont sans ligne. C'est-à-dire que je fais un brouillon pour savoir où je place les aplats de couleurs, mais ensuite c'est fini. Tous les rendus se font avec des ombres et des lumières. Parce qu'en soi, quand on y réfléchit, les lignes servent juste à représenter de manière simplifiée l'ombre. Donc pour compenser cette absence, il faut mettre des ombres fortes, des ombres d'occlusion où la lumière ne passe pas du tout. Cet acte de pure démence eut le curieux effet d'éveiller le fruit du démon de Baggy. Dorénavant, il pouvait fragmenter la matière qu'il touchait, et les êtres vivants ne faisaient pas exception. Il nettoya à lui seul les couloirs d'Impel Down, sous les yeux ébahis des prisonniers. Puis, il affronta seul Magellan. Le pauvre gardien de prison ne put rien faire, car en réalité, le plus grand atout de Baggy ne venait pas de son fruit. Non, il venait de sa folie. Même les plus grands maîtres du haki auraient été incapables de prédire le moindre de ses mouvements. Par la suite, il libéra tous les prisonniers et devint capitaine de l'équipage le plus dangereux de Grand Line. Baggy était prêt à sortir de l'ombre et à anéantir le rêve de ceux qui avaient piétiné les siens. Je voulais qu'un des 4 personnages incarne une sorcière. Et au départ, j'avais pensé à Nami, parce qu'elle maîtrise des pouvoirs qui s'apparentent à de la magie, mais au final, j'ai plutôt opté pour une autre membre des Mugiwara, Nico Robin. Parce que je trouvais qu'avec son passé sombre, son fruit du démon qui lui aussi s'apparente à une magie flippante, et aussi tout connement le fait qu'elle ait des cheveux noirs, m'a fait me dire qu'elle pouvait endosser à merveille ce rôle de sorcière. J'ai pas mal galéré à faire le design. Déjà, je voulais qu'elle ait un chapeau pour rappeler son apparence un peu western à Alabasta quand elle était encore une antagoniste. Mais le but, c'était de lui donner un style qui fait sombre, gothique, comme Mihawk, avec un petit côté sorcière, sans aller dans l'évidence du chapeau pointu.
J'ai utilisé pas mal de refs pour les tenues, je vous en affiche quelques-unes ici. Disclaimer, si vous n'avez pas atteint l'épisode 1024 ou le chapitre 1044 de One Piece, je vous invite à aller à ce timecode pour pas vous faire spoil. On va parler de cette créature qu'on voit juste ici. On le sait, Robin sur Onigashima a montré une transformation qui l'a fait se métamorphoser en une sorte de démon géant. C'est déjà plutôt effrayant, mais j'avais envie de faire ma version alternative. En gros, comme la transfo démoniaque, elle va créer un clone d'elle en géant, sauf que dans notre version à nous, elle va modifier son apparence, mais pas que au point de changer sa couleur de peau, d'avoir des ailes et des cornes, mais carrément au point de déformer son visage, son corps, et de devenir une créature profondément monstrueuse. Bref, c'est bon, le spoil est terminé. Notre Robin à nous peut entre guillemets invoquer un monstre géant en suivant le même principe que les techniques où elle fait apparaître des bras et des jambes géantes. Enfin bref, tout ça on le verra dans la partie 2, mais commençons déjà par la 1. Robin avait vécu les pires atrocités. Elle avait peut-être l'histoire la plus douloureuse qu'on puisse avoir. Et si dans l'histoire qu'on connaît, elle réussit à garder foi en l'humanité et à se battre pour de nobles causes, celle dont on va parler ce soir eut un destin tout autre. Après avoir échappé au massacre d'Ohara, Robin s'est faite traquer par le gouvernement mondial. Pour survivre, elle dut fuir. Encore et encore. Jusqu'au jour où elle en eut marre. Marre d'être la cible. Marre d'avoir peur en permanence. Elle se disait que dorénavant, c'étaient les autres qui fuiraient devant elle. 20 ans plus tard, elle reste fidèle à cette pensée. Et c'était une véritable guerre qu'elle menait seule contre la marine. Son destin ne croisa jamais ceux des Mugiwara, mais ça ne l'empêchait pas de nourrir un rêve. Son rêve était de retrouver les armes antiques. Et si elle les voulait, ce n'était pas pour les cacher ou les détruire, mais pour les tourner directement contre ses ennemis, peu importe les répercussions que ça pouvait causer. Le CP9 avait été envoyé pour l'éliminer, il s'était fait écraser. Puis un Buster Call, même histoire. Pour ne craindre personne, Nico Robin s'était renforcée à un niveau si exceptionnel qu'elle avait fait naître une légende. La légende de la sorcière d'Ohara. Pour utiliser son pouvoir de base et pour rendre la silhouette plus intéressante, j'ai décidé de lui rajouter un troisième bras. Et je n'ai pas utilisé que le bras pour montrer la faculté de son pouvoir. Parce que, comme le monstre qui apparaîtra dans l'illustration de Prime, son but est de terroriser les gens et de les repousser. Donc je me suis dit qu'avec son fruit du démon, elle pourrait faire apparaître des parties de son visage un peu partout sur son corps. Ça donne un petit côté Deidara ou Sukuna qui parle sur le visage de Itadori. Bon, après j'ai commencé à mettre des doigts sur le chapeau, des bouches, des nez... C'est original, mais avec du recul, je trouve ça un peu éteint. Mais malgré ça, parmi toutes les illustrations de design, c'est ma préférée je pense. Tout simplement grâce aux couleurs, à la pose et au mouvement des cheveux et des vêtements. On passe directement sur la toute dernière illustration de Prime. Et c'est pas n'importe laquelle. C'est l'illustration la plus ambitieuse et la plus chronophage de toute la vidéo, et de loin. Pour celle-ci, le but c'était de représenter Robin et le monstre qu'elle peut invoquer dans le même plan. Pour les courageux qui ont atteint ce moment de la vidéo, je vais vous expliquer rapidos comment je fais les ombres. En gros, je mets le calque en mode produit, et grâce à ça, je vais placer les ombres en bloc avec un contour dur, comme pour les animés, mais ensuite, je vais adoucir les ombres aux endroits où il le faut, et cette étape est super importante dans mon processus. Un homme s'était porté volontaire pour mettre fin à la terreur de Nico Robin. Son nom Aokiji, membre des Trois Amiraux. Il devait supprimer ce démon qu'il avait épargné 20 ans plus tôt sur l'île d'Ohara. Le jour du combat ne fut jamais oublié, car c'est celui où elle montra pour la première fois son éveil. Et ce n'était sans doute pas un hasard si cette forme maléfique portait des cheveux blancs. Car ironiquement, sa mère en avait aussi. C'était comme si cette femme tuée injustement par le gouvernement mondial revenait fouler la terre pour protéger sa fille et venger le peuple d'Ohara.
Malgré tous ses efforts, Aokiji ne put rien faire. Avait-il regretté son acte d'honneur d'il y a 20 ans? On ne le sut jamais. Mais ce qu'on savait assurément, c'est que depuis ce jour, Robin avait le moyen de ses ambitions, et que ce n'était qu'une question de temps avant que le monde tremble dans le fracas de sa colère. Si vous avez le temps, dites-moi en commentaire votre classement de préférence ou de puissance des 4 personnages. Je vais lire ça avec un immense plaisir. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Mini aparté pour vous dire qu'une vidéo sur ce Luffy est disponible sur ma chaîne secondaire d'Aventure Lore. Le lien est en description. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici. C'était d'Aventure. À bientôt.